Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il va être question du dernier film d'un des maîtres de la comédie américaine. Le maître c'est Judd Apatow et le film c'est The King of Staten Island. Oh, j'ai super mal prononcé Staten Island. C'est super dur à dire. J'espère que vous avez bien profité de la canicule, que c'était bien agréable de se prendre ces 40 degrés en pleine tronche. Et bah pour le coup, moi le soir, je suis allé au cinéma, je suis allé voir donc le dernier film de Judd Apatow, parce que Judd Apatow, c'est quelqu'un que je considère très important, et il n'y a pas que moi qui le considère d'ailleurs, il est factuellement très important pour le cinéma américain. Judd Apatow, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important qui a façonné en fait la comédie américaine ces 20 dernières années, quoi. C'est-à-dire qu'il a commencé en 1999 avec la série Freaks and Geeks, qui est une série qui est devenue culte, même si elle n'a pas du tout marché, mais qui a surtout révélé Seth Rogen, James Franco, l'acteur qui joue dans How I Met Your Mother, Jason Segel, voilà, pour moi, j'oublie toujours son nom, pour moi c'est Marshall de How I Met Your Mother. Mais voilà, vous imaginez que dès son premier projet, Judd Apatow, il a réussi à révéler déjà toutes ces personnes-là, et par la suite, il va continuer, il va produire des films qui vont marquer énormément les esprits, qui vont vraiment définir la comédie US dans les années qui vont suivre. Son premier gros succès, c'est Ron Burgundy, le présentateur vedette. C'est ça, Roy Burgundy, oui, avec Will Ferrell. Donc voilà, qui est un film aussi réalisé par Adam McKay, donc il va aussi lancer Adam McKay. Et donc ils vont réussir à produire énormément de choses. Il va être très influent, il va aussi participer à des films avec Adam Sandler. Enfin voilà, il va vraiment réussir il va aussi produire le premier film de Ben Stiller, Disjoncté. Donc il est au cœur de cette espèce de mafia comédie qui va se créer fin 90, début 2000 et qui va vraiment avoir la main mise sur les comédies américaines durant la décennie 2000 en tout cas. Et il y a vraiment un esprit de Judd Apatow, c'est un peu des comédiens qui viennent du stand-up à la base, il y a énormément d'impro, c'est des séquences très longues avec beaucoup de vannes dans les dialogues, c'est pas vraiment de l'humour de situation pure et dure comme on avait pu connaître dans les années précédentes avec les Farrelly, qui est vraiment un humour un peu plus absurde et basé sur l'exploitation d'une situation idiote, alors que là, pour le coup, dans les films qui sont, pour le coup, les films d'Adam McKay, il y a un peu cet esprit exploitation de situation, mais c'est surtout des personnages particulièrement débiles, alors que dans les films pour le coup, de Judd Apatow, on est beaucoup plus dans quelque chose de verbeux, de réaliste, et dans un humour qui est peut-être plus proche du quotidien. Son premier film, c'est donc avec Steve Carell, c'est 40 ans toujours puceau, son premier film en tant que réalisateur, 40 ans toujours puceau, c'est aussi le film qui aura révélé vraiment Steve Carell, quand même, c'est pas rien, parce que même s'il avait joué dans Bruce Tout-Puissant ou dans Ron Burgundy, présentateur vedette, c'est son premier grand rôle au cinéma, et il a vraiment réussi à révéler énormément de monde, maintenant que j'y pense. Judd Apatow, c'est assez affolant. C'est lui qui a produit Superbad, donc il a révélé aussi Jonah Hill et Michael Cera. Non mais c'est impressionnant, tous les gens qu'il a réussi à hisser et qui sont devenus des gens ultra importants de nos jours, c'est affolant quoi. Et donc 40 ans toujours puceau, ça part d'un concept qui est ultra fort, il y a quelques séquences vraiment gaguesques, mais on est toujours dans une forme de réalisme et presque de banalité en fait, dans les péripéties qui arrivent au personnage. Mais il y a des séquences qui sont hilarantes, la séquence de l'épilation dans 40 ans toujours puceau, elle est extrêmement drôle parce que Steve Carell est magistral dedans. Moi, Judd Apatow, c'est un réalisateur que je trouve vraiment très intéressant parce qu'il a énormément évolué avec son cinéma, en fait. Il a commencé avec une comédie qui était un peu une comédie potage comme 40 ans toujours puceau. Après, il a fait Encloque mode d'emploi, qui est une espèce de comédie romantique douce amère, qui est beaucoup plus tendre que vraiment hilarant. D'ailleurs, la première fois que je l'ai vu, j'ai pas du tout compris. Je me suis dit, bon, ok, c'est vraiment pas drôle, en fait, parce que ça cartonnait aux États-Unis, je comprenais pas pourquoi. Mais en fait, c'est pas vraiment le but d'être hilarant, c'est plus un espèce de film de potes couplé d'une comédie romantique, qui est aussi un questionnement sur le côté trentenaire de la vie et le fait que on n'a pas vraiment les ambitions qu'on avait, on n'a pas réussi à aboutir, et qu'est-ce qu'on devient, comment on réfléchit à nous-mêmes, est-ce que avoir un enfant c'est quelque chose qui peut nous changer, est-ce qu'on est apte à être parent, enfin c'est plein de réflexions finalement. Tout ça au cœur d'un film où les gens fument de la beuze, font des vannes, il arrive quelques situations rocambolesques. On n'est plus vraiment dans la comédie qui a pour but de te faire te pisser dessus de rire, quoi. C'est plus ce qu'il recherche, en fait. Et ça va encore plus s'accentuer avec son film d'après, je crois que c'est Funny People. Funny People, c'est un film qui a deux doigts d'être dépressif, hein. On est sur Adam Sandler qui joue une espèce de gloire d'une stand-up, qui recrute des jeunes auteurs pour écrire avec eux, et c'est vraiment un film qui est un peu déprimant, hein. Enfin, il y a des choses très drôles dedans, mais c'est un film qui est très long, qui dure 2h30,
qui est très particulier, qui te montre aussi la désillusion de rencontrer des idoles, ce rapport au monde de la comédie américaine, du stand-up, de comment on écrit des blagues, comment ça nous affecte, comment en fait quand on est peut-être le mec le plus drôle, bah, on l'est pas nécessairement en vrai. Enfin voilà, plein de réflexions sur son milieu. Là, tu sens que c'est un film ultra personnel et ça va aller de plus en plus dans cette veine-là en fait, parce qu'après il va faire 40 ans mode d'emploi, qui est un film encore une fois très très long, que je trouve pas nécessairement ultra réussi, mais qui reste très intéressant aussi sur cette espèce de chronique d'une époque, chronique d'un moment charnière de la vie où on est un peu paumé, la fameuse crise de la quarantaine, et le film parle très bien de ça. Il y a une vraie sincérité en fait, et c'est ce qui me plaît dans Judd Apatow, c'est qu'il fait des films qui de plus en plus se détachent d'un côté canevas de comédie habituelle pour finir par être des vrais films d'auteur, des vraies chroniques sur des instants de sa vie ou des choses qu'il observe. Et donc il fait des films qui sont fondamentalement uniques et exceptionnels. Et après il a fait Crazy Amy, que j'ai pas vraiment vu, que j'ai vu mais je me suis endormi devant et je l'ai pas revu. Voilà, honte à moi. Faudrait que je le revoie, mais j'étais pas dedans et j'ai oublié de le revoir. Donc écoutez, je ne l'ai pas vu, on va considérer. Et donc aujourd'hui, il sort en ce moment The King of Staten Island. Oui, j'ai fait une très très longue intro avant de parler du film et j'avais envie de vous clamer mon amour pour ce réal. Voilà. Pas besoin juste d'enchaîner sur le film directement. Au moins comme ça, vous savez un peu qui est Judd Apatow. Et si vous ne le connaissez pas, ça vous a peut-être donné envie de découvrir ses films. Et si vous le connaissez, ça vous aura fait une petite piqûre de rappel sur sa carrière. Voilà tout. Faut que je précise aussi qu'il a vraiment une vibe stoner, hein, parce que c'est quand même aussi l'Amérique des années 2000. C'est une Amérique qui s'est vraiment approprié la weed. Et pour le coup, c'est présent dans tous ses films, c'est ultra important. Donc pour les stoners qui regardent cette vidéo, je vous prends en compte. Oui, je sais que Judd Apatow fait des films de stoner, voilà. Et donc il est temps que je parle du King of Staten Island, donc son nouveau film, alors qui est coécrit avec Pete Davidson, qui est le comédien principal, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, je crois que c'est un stand-upper américain. Et en fait, il y a tout un rapport autobiographique dans le film, pas vis-à-vis de Judd Apatow, mais vis-à-vis de Pete Davidson, parce que Pete Davidson a perdu son père à l'âge de 8 ans, et son père était pompier, donc il l'a perdu dans une intervention, quand son père était en train de faire son travail. Et dans le film, c'est un peu la même histoire. On suit donc un mec qui s'appelle Scott, qui a 24 ans, qui est un branleur, quoi, un mec qui vit encore chez sa mère, qui est pas diplômé du lycée, qui a aucune perspective d'avenir, qui a envie de devenir tatoueur, d'ouvrir un resto où les gens se font tatouer, qui est tatoué de partout, mais tu sens qu'il a pas nécessairement de talent là-dedans. Il a tatoué ses potes, c'est tout pourri les tatouages qu'il a fait. Il fume de la beuh dans le sous-sol de son pote dealer. Enfin voilà, c'est vraiment le mec. C'est le déchet, le mec qui a aucune perspective, qui fout rien, et en fait qui a absolument pas réussi à se construire une vie parce qu'il vit dans l'ombre de son père qui est décédé quand il était jeune et qui est genre ce héros américain qui est mort au combat, mort au feu, et qui est, qu'il arrive, il a un espèce de complexe vis-à-vis de ça, même si c'est jamais clairement verbalisé, mais tout le film va être irrigué par ça, et donc en fait c'est très proche de la vie de Pete Davidson, parce que évidemment il y a même si tout n'est pas autobiographique, je veux dire la situation n'est pas la même pour Pete Davidson, en tout cas il y a cet élément central qui est la perte d'un père quand tu es enfant, et que tu idolâtres, et auquel tu auras l'impression de ne jamais pouvoir te mesurer, qui crée cette espèce d'élément autobiographique dans le film. Et le truc que j'aime avec Judd Apatow, c'est que c'est un réal qui fait des films longs. Et des films longs pour des sujets qui d'habitude ne nécessitent pas autant de temps. C'est-à-dire que là, The King of Staten Island, c'est un film qui fait 2h20 pour raconter une espèce de petite chronique de vie d'un gars, qui a un moment où sa sœur va quitter la maison pour aller à la fac, sa sœur qui est un peu son miroir, même si c'est pas des jumeaux, c'est juste que sa sœur vient d'avoir son diplôme, son équivalent du bac, quoi, et elle va partir à la fac, et sa sœur, justement, elle a réussi toujours à se sortir de cette espèce de middle class américaine un peu pouilleuse, white trash un peu, et à devenir un peu, à s'émanciper de tout ça et à réussir dans la vie. En tout cas, c'est ce qu'elle semble donner comme impression. Et lui, c'est tout l'inverse, il n'a jamais réussi à décoller nulle part, et donc il y a sa sœur qui quitte la maison, il se retrouve seul avec sa mère, et ça va générer des changements dans leur vie, notamment la mère qui va rencontrer quelqu'un. Et donc il va y avoir tout ce rapport avec le beau-père, et cette espèce de remise en question de qui il est, de qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Et je vous dis, c'est 2h20, hein, donc c'est quand même assez particulier de se taper un film qui raconte une espèce de petite chronique de vie dans l'Amérique, un peu la middle class américaine, près de New York, mais pas du tout à New York, parce que Staten Island, c'est un espèce de quartier éloigné de New York. Ça doit être une île, vu que ça s'appelle Island, mais à la fois, j'ai pas l'impression que ce soit une île. Faudrait que je regarde une carte, quand même. Je vais regarder une carte. Et c'est vraiment totalement une île, en fait. C'est une île qui est au sud de Manhattan. Je vais l'afficher, ce sera plus simple. Et donc, qui a un peu cette espèce de d'île sur laquelle les gens vivent et qu'on l'a vu sur New York, sur Manhattan, mais qui n'est pas à Manhattan. Et il y a toute une réflexion aussi sur le symbolisme de ce quartier, sur ce quartier, sur ce qu'il représente pour les habitants, ce qu'il espère devenir.
comment ça s'est gentrifié autour de Manhattan, enfin toutes les, voilà, Brooklyn, tout ça, et que celui-là, c'est encore un des rares quartiers tout proche de New York qui est encore un peu pourri, quoi. Et il y a toute une réflexion là-dessus, justement, qui est assez intéressante, et c'est ça qui est fort dans le film, c'est que c'est un film qui prend son temps et qui, finalement, va te parler voilà, de l'Amérique, de la jeunesse, du rapport à l'espoir, aux ambitions, du rapport, évidemment, au deuil, enfin, énormément de sujets, parce que il dure 2h30 et qu'il prend le temps de tirer ces situations, de faire évoluer son personnage dans cette espèce de moment charnière. Et ça fait partie de ces films qui sont très difficiles à juger. Je veux dire, c'est pas un film que tu vois en disant ah bah là il y a des défauts d'écriture. Là je trouve que le moment parce que là il pourrait y avoir un rebondissement plus intéressant ou je sais pas quoi. C'est pas du tout l'idée de ce film. L'idée de ce film c'est vraiment de dépeindre un portrait, une chronique, de faire évoluer ce personnage, de l'étudier vraiment. Et donc c'est des films, ça passe ou ça passe pas sur toi, quoi. Mais il n'y a pas vraiment... C'est très personnel, finalement. Donc c'est personnel, je veux dire, la manière dont il a été fait. Tu sens que Judd Apatow s'est totalement approprié cette histoire de Pete Davidson. Et Pete Davidson, vu qu'il l'incarne, c'est très fort. Et il y a vraiment une forme de justesse pour moi, qui surplombe tout le projet, quoi. Et quand tu le reçois, soit ça te parle, soit ça te parle pas, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit ce genre de film qui soit vraiment analysable, ou en tout cas... on pourrait le jauger ou le comparer à d'autres films pour dire là ce film-là il fait mieux ou il fait moins bien, quoi. C'est un peu compliqué, il n'y a pas du tout c'est pas un film mécanique ou avec une formule particulière qui est plus ou moins réussie. Et moi, c'est des genres de films qui me parlent énormément. Je trouve que le cinéma américain, surtout Judd Apatow, voilà, il a évolué d'une manière très particulière et qu'il arrive à proposer des films comme ça maintenant. Ça me fait plaisir de me plonger dans cette Amérique pendant 2h30, d'avoir une écriture qui est quand même très très bonne au niveau des dialogues, les séquences de dialogue. Il y a toujours des bonnes répliques, mais c'est pas surécrit. Je veux dire, tu as vraiment l'impression d'être plongé au milieu de gens qui parlent vraiment, sur des vraies conversations qui durent et qui se répondent parfaitement. Mais à la fois, le personnage est très drôle, le personnage principal, parce que c'est un humour très noir. Tu sens que c'est un mec qui est fondamentalement déprimé, qui a aucune estime de lui-même, mais qui en blague beaucoup, justement. Donc il y a une espèce d'une autodérision qui est assez drôle, justement. Et le personnage arrive à être très drôle, mais par contre... c'est sûr qu'au sein des gens qui l'entourent, qui veulent que lui se sorte justement de cet état d'esprit un peu misérabiliste, les gens rigolent pas, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tu es sur un personnage où tu arrives à plus ou moins avoir de l'empathie pour lui et surtout à rire en même temps que lui. Mais à la fois, c'est quand même dur parce que ce personnage, tu as envie aussi qu'il s'en sorte et il fait pas beaucoup d'efforts non plus, quoi. Et le film prend son temps avant que vraiment il peut se passer un côté éclosion. Et tant mieux parce que plus le film prend son temps pour te procurer cette espèce d'éclosion de personnage, plus elle va être impactante et plus émotionnellement je trouve qu'elle fonctionne. Et c'est qu'après avoir vu le personnage pour galérer, vraiment aller de pire en pire, devenir même un con, quoi. Enfin vraiment, il y a des fois tu as envie de lui cracher dessus au personnage tellement il agit de manière puérile et détestable, pour qu'au moment où les choses potentiellement s'arrangent ou pas, j'ai pas envie de vous révéler quoi que ce soit, mais voilà, bon, pour au moment où les choses vont changer, en tout cas, ça t'impacte encore plus, quoi. Et ça, c'est la force du temps, c'est la force du cinéma de Judd Apatow qui fait un cinéma très contemplatif, pas forcément parce que les plans durent longtemps, il observe le paysage, mais contemplatif de ses personnages. C'est vraiment, il va prendre le temps de vivre avec eux, quoi. Et moi, j'adore ce cinéma-là. C'est un cinéma qu'il faut voir en salle, parce que je pense qu'à la maison, t'as pas cette espèce d'impact où tu arrives à te plonger pendant aussi longtemps dans quelque chose de très trivial. Et c'est ça qui est fort, c'est vraiment d'être... Moi, j'ai vécu 2h30 à Staten Island avec ces personnages, avec leurs problématiques. Il n'y a aucune espèce de vulgarisation pour essayer que tu comprennes mieux ce qui se passe. Si t'es pas, je veux dire, si t'es pas au fait de la culture américaine, il y a plein de trucs que tu vas pas du tout capter. Et c'est normal, parce que c'est un film qui est purement américain, mais qui est justement un film ultra personnel dans ce côté purement américain. Et en voyant ce film, je me dis qu'il y a vraiment un parallèle qui serait hyper intéressant à étudier entre Richard Linklater et Judd Apatow, parce que finalement, ils ont des parcours d'éclosion un peu au même moment, avec quelques années d'intervalle. Linklater, il a réussi à révéler énormément de comédiens, c'est-à-dire que dans son premier film, Génération Rebelle, il révèle quand même Matthew McConaughey, il révèle Ben Affleck, énormément de monde, et tout ça en traitant de la jeunesse d'une manière qui est un peu pareille que Judd Apatow, qui est assez langoureuse, très loquace, avec beaucoup de séquences de dialogue, de réflexion sur nos vies et sur la situation dans laquelle on est, et qu'est-ce que c'est que d'être un ado à un instant précis aux États-Unis dans une ville précise, et c'est quelque chose qui va irriguer toute la carrière de Richard Linklater. Et Judd Apatow, il y a un peu de ça, sauf que bon là voilà, il s'est concentré beaucoup sur des gens de son âge, donc des gens entre 30 et 40 ans sur les 20 dernières années, mais Freaks and Geeks, c'était
vraiment une réflexion sur la jeunesse. C'était une série qui parlait de l'adolescence, du lycée, et qui a révélé aussi du monde. Donc c'est assez, je trouve que le parallèle est intéressant, et c'est deux auteurs que j'aime énormément aux États-Unis parce que justement, ils font des films purement exceptionnels. Il n'y a qu'eux qui sont capables de les faire. Il n'y a personne d'autre qui propose ce cinéma-là aux États-Unis. Et donc, de passer à côté d'un film de Judd Apatow au cinéma, c'est toujours, c'est toujours dommage. C'est toujours dommage. Moi, j'ai raté Crazy Amy au cinéma et je le regrette parce que vraiment, de ne pas avoir vu toute son œuvre au ciné, ça me fait un peu de mal. Parce que c'est un auteur que j'aime énormément et dont je découvre chaque film à chaque fois avec un intérêt vraiment élevé, parce qu'il propose des choses qu'il est le seul à faire. Donc t'aimes pas, si vous aimez, là pour le coup c'est beaucoup moins, ça tourne beaucoup moins dans la comédie, vous avez compris, c'est beaucoup plus quelque chose de tragicomique, évidemment, mais qui a quand même des très beaux moments et des moments très drôles aussi. Donc une belle chronique de vie de King of Staten Island. Franchement, si vous avez l'occasion et qu'il passe à côté de chez vous, il va pas tarder à quitter les salles parce que c'est un film qui est sorti déjà il y a quasiment 10 jours. Mais allez-y, je vous le recommande fortement, c'est une très belle expérience de cinéma. Évidemment, durant cette période particulière, je vous invite à aller en salle, à soutenir les cinémas. Alors évidemment, seulement si vous vous sentez en sécurité. Personne ne doit se forcer à avoir peur d'aller dans une salle de cinéma. Si vous avez peur parce que vous considérez que les conditions sanitaires ne sont pas adéquates pour aller en salle, mais je respecte totalement votre décision et vous avez raison de rester chez vous ou de ne pas privilégier le cinéma parce que si vous avez peur, si vous n'êtes pas confortable avec le fait d'aller vous enfermer dans une salle où les gens ne portent pas de masque pendant qu'ils regardent un film, je vous comprends totalement. Moi, j'ai pas cette peur-là pour le moment, donc je m'autorise à y aller et j'essaie d'aller le plus possible en ce moment pour justement soutenir les salles qui ont besoin de nous sur des films un peu plus fragiles que d'habitude, moins populaires, qui n'arrivent pas à brasser un large public. C'est aussi pour ça que je fais cette série de vidéos, pour sensibiliser les gens aux films qui passent en ce moment, à pourquoi ça vaut le coup d'aller les voir en salle et de pas juste les attendre quelque part à la maison. Voilà, même si c'est pas des films en effet comme des films qui rameutent le plus de monde, ça reste des bons films. Il y a quand même vraiment des bons films. Là, j'ai beaucoup aimé Staten Island, donc ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des bons films en salle, même quand apparemment on dit qu'il n'y en a pas. Si vous voulez plonger un peu plus en profondeur dans la comédie américaine, j'ai fait une vidéo sur la chiasse au cinéma, parce que oui, le caca est utilisé très souvent pour faire rire, principalement dans les comédies américaines. Donc si ça vous intéresse, la vidéo est là, n'hésitez pas à aller la découvrir. Elle vous fera, à mon avis, rire, même si c'est ultra premier degré, donc c'est ça qui est rigolo justement. Il y a un vrai décalage entre ma manière d'être, ce que je raconte et de quoi je parle, du caca. Et sinon, abonnez-vous, likez, partagez, voilà. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!